Tout le monde le sait, hein, vous pouvez faire le test autour de vous, vos darons, vos collègues, vos potes, tout le monde sait que les autorités françaises ont dit que le nuage radioactif de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière. Tout le monde. Faites le sondage et dites-moi en commentaire le nombre de vos proches qui le savent. Petit signe radio et le nombre, c'est pour les stats. Et pourtant, c'est totalement faux. Enfin, pas que le nuage s'est stoppé à la frontière, ça c'est faux aussi, mais sujet à interprétation. Non, ce qui est faux, c'est que ce sont les autorités qui ont dit ça. Ça, c'est totalement faux. Alors oui, c'est repris à l'envi par tous les politiques à la moindre occasion pour vendre leur soupe, même par les journalistes ou par ta coiffeuse, et au bout d'un moment, ça commence à être naturel de pas remettre ça en doute. Mais ça reste toujours faux. Répéter un mensonge, même pendant 40 ans, ne le rend toujours pas vrai. Et vous pouvez chercher, allez-y, absolument personne n'a officiellement déclaré ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un immense, encore une fois immense, merci à tous les tipeurs qui permettent ce genre de vidéos qui ne sont pas sponsorisées. C'est grâce à vous que ce genre de vidéo peut voir le jour. Donc si vous aimez, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien en description pour 1 €, 2 €, 5, 10... comme vous voulez. Et en plus, vous bénéficiez de ces vidéos en avant-première dès le vendredi soir et sans les pubs. Si vous avez plus de 30 ans, vous devez sûrement vous souvenir du forfait Millennium d'SFR. Si vous savez, cette offre qui permettait d'appeler gratos et en illimité les soirs et week-ends à partir de 1999. Ouais, le forfait Millennium d'SFR. C'est Bouygues Télécom qui l'a fait en fait. SFR l'a copié et ça s'appelait forfait soir et week-end chez eux. Pas Millennium. Et pourtant, en l'espace de genre 2 ans, tout le monde s'est mis à appeler ça le forfait Millennium d'SFR pendant des années. Même les journaux utilisaient cette appellation fausse. Et si jamais tu osais remettre les choses à leur place, non, c'est Bouygues, c'est pas SFR, on te traitait de connard. Alors qu'il suffisait juste de regarder ce qui était écrit sur la facture, hein. Mais le forfait Millennium d'SFR n'a jamais existé. Que ce soit sur des détails anodins comme le nom d'un forfait téléphone ou sur des faits historiques autrement plus graves, rien n'est plus simple que de fabriquer de faux souvenirs collectifs, jusqu'à Jean-Pierre Pernaut qui affirmait sans retenue que le gouvernement a officiellement annoncé que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière. Mais reprenons à la base. Le 26 avril 1986, à 1h23:45, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine de Tchernobyl s'emballe. Suite à un test de sécurité, condition nécessaire pour pouvoir rester connecté au réseau, les procédures n'ayant pas été respectées, le merdier s'emballe, le cœur se met à fondre, les atomes de l'eau se séparent, l'hydrogène s'accumule, puis explose, faisant sauter le toit de plusieurs milliers de tonnes et rejetant dans l'atmosphère des milliards et des milliards de particules radioactives. Du césium, de l'iode, du tellure, du strontium et tout un tas de saloperies au nom plein de poésie. Des radionucléides plus ou moins toxiques avec des périodes radioactives allant de quelques heures à plusieurs millions d'années. Et déjà, petit point vocabulaire. Radionucléide, c'est un noyau radioactif, un élément chimique qui émet un rayonnement. Pour faire simple, un atome, c'est un ensemble de protons qui définit de quel élément il s'agit, 6 c'est du carbone, 8 c'est de l'oxygène, etc. Et un nombre de neutrons qui, lui, peut varier. Et selon le nombre de neutrons, le noyau va être stable, il va rester comme ça à vie tant qu'on l'emmerde pas, ou à l'inverse, radioactif. Ça veut dire qu'il va émettre un truc, soit des particules, soit de la lumière très énervée, très énergétique. Des éléments qui vont agir comme des balles au niveau atomique et donc nous abîmer le corps. Il y a plusieurs types de rayonnement, je rentre pas dans le détail, il y a cette vidéo qui explique tout, et aussi la vidéo de Bihan que je vous mets en fiche et en description, mais c'est pas le sujet ici. Et ces différents types de rayonnements sont aussi plus ou moins dangereux selon qu'on les avale ou pas. Et on va compter en becquerel le nombre de rayonnements, le nombre de dégradations radioactives. Un truc expulsé, une dégradation radioactive égale 1 becquerel. 1 gré, c'est le nombre de rayonnements absorbés par la bidoche. Il peut y avoir 1 milliard de becquerels, si ça part dans le sens opposé, ça sera pas dangereux. Donc les grés, c'est ce qu'on se prend. Une dose d'énergie par kilo de viande. Et enfin le sievert, c'est le mal que ça nous fait. Les effets ne sont pas les mêmes qu'on se prenne une balle dans le bras ou dans les balls, là c'est pareil. Et enfin, si vous avez vu passer des images d'archives de l'époque, il y a une ancienne unité aussi qu'on entend dans les archives, le curie, qui correspond en gros à beaucoup de becquerels. Voilà. Donc voilà, becquerel ou curie, c'est ce qui s'échappe, les grés, c'est ce qu'on se prend, et les sieverts, c'est le mal que ça nous fait. Certains éléments radioactifs sont des produits de fission. Le principe d'une centrale nucléaire, c'est de casser des noyaux en deux pour faire de la chaleur. On en a déjà parlé 1000 fois. C'est donc du césium, de l'iode, etc. Ou alors ce sont des atomes qui ont capté un neutron dans la centrale, comme le carbone 14 par exemple. Il a 2 neutrons en plus que le carbone 12 normal, et il est donc radioactif. Et la période radioactive. Comme il est instable, il va chercher la stabilité en un certain temps propre à chaque atome. Chaque atome a une chance sur 2 de retrouver sa stabilité en un temps très précis, qui varie donc en fonction de chaque radioélément. C'est la période radioactive, ce qu'on appelait avant demi-vie, ce qui était un poil plus explicite à mon avis,
Mais bon. Par exemple, le carbone 14, dont le noyau est composé de 14 éléments au lieu de 12 pour le carbone normal, a une période radioactive de 5730 ans. La moitié du carbone se change donc en azote 14 tous les 5730 ans. Donc. Si tu as 1 kg de carbone 14, dans 5730 ans, il te restera donc plus que 500 grammes, puis 250 grammes au bout de 11 460 ans, 125 grammes au bout de 17 190 ans, etc. Je ne m'étends pas là-dessus, on en a déjà longuement parlé ici, où j'explique tout en détail. Ah oui, et petite précision supplémentaire, tous ces éléments radioactifs, vous en avez partout autour de vous, tout le temps, à l'intérieur de votre corps, du carbone 14 radioactif produit de manière tout à fait naturelle. C'est pas de la pollution due aux activités humaines. Enfin, si, il y en a un petit peu qui sont dues aux activités humaines. Mais voilà, dans vos os, vos cellules, votre ADN, votre cerveau, ainsi que du potassium 40 et des dizaines d'autres. Et c'est ok, hein, je veux dire, c'est comme ça depuis le début de l'humanité, hein, depuis même le début de la vie sur Terre. Et certains éléments vont être très actifs, mais vont disparaître très vite, en quelques jours pour certains, comme l'iode 131, qui a une période radioactive de 8 jours, ou en quelques années, voire plusieurs milliards d'années, à disparaître pour certains, mais qui vont être beaucoup moins actifs hein, sur un temps court. Le xénon 133, par exemple, un isotope radioactif, notamment utilisé en imagerie médicale, a une période radioactive de 5,3 jours. Ça veut dire que la moitié de toutes ces particules radioactives vont transmuter en seulement 5,3 jours. Forcément, son activité va être très intense dès les premiers jours. Mais au bout de 53 jours, ben, il aura perdu la moitié de la moitié de la moitié, etc., de puissance 10 de sa radioactivité. Elle sera donc 1000 fois moins importante au bout de 53 jours. Au bout de 106 jours, elle sera 1 million de fois moins importante, de puissance 20 cycles, etc. Pour rappel, les isotopes radioactifs gardent les mêmes propriétés chimiques que leurs potes stables. Donc le xénon 133, bah, ça reste du xénon, un gaz rare, et il va se fixer à rien à l'intérieur de nos corps, ou alors très peu d'interactions. Le tellure 132, lui, a une période radioactive de 72 heures seulement. C'est-à-dire que le temps qu'il est arrivé chez nous en 86, 4 jours après, il avait déjà perdu la moitié de sa radioactivité. Et en un mois, elle avait été divisée par 1000 déjà. Les césium 134 et 137, à plus faible activité, sont plus problématiques à long terme vu qu'ils ont des périodes radioactives beaucoup plus longues, de 2 et 30 ans. Leur activité est plus faible, mais dure du coup plus longtemps. Le césium 134 a été divisé par 1000 en 20 ans, il en reste donc 250 000 fois moins dans la nature que lors de l'accident. Et pour le césium 137, la quantité a été divisée par 2 seulement, vu sa demi-vie de 30 ans. Après, que ce soit radioactif ou stable, le césium, ça reste une saloperie chimique toxique de toute façon. Mais bon, les quantités étant très faibles, comme on l'a dit et répété, c'est la dose qui fait le poison. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, commencez pas à faire vos bourrins, à me parler de perturbateurs endocriniens, ça change pas le principe. Vidéo entière là-dessus, je veux aucun commentaire sur ça. Reste le problème de cette saloperie d'iode 131. Comme vous pouvez le voir, son activité est assez vénère du fait de sa courte demi-vie, 8 jours. Oui, période radioactive, demi-vie, voilà. La même chose. Il a libéré 99,9% de sa radioactivité en seulement 80 jours. Et elle a été divisée par 1 million en 160 jours, 6 mois environ. Mais ça laissait tout son temps pour créer un début de problème sanitaire. Comme les autres isotopes, l'iode 131 est assez peu dangereux tant qu'on l'avale pas. Son rayonnement est simplement arrêté par la peau. Mais le souci, c'est que non seulement il est très facile à en consommer, via le lait notamment, il se pose sur l'herbe et est brouté par les vaches et passe dans le lait donc, mais surtout, il se fixe très facilement sur la thyroïde. On utilise l'iode 131 en médecine aussi à très petite dose. Mais à plus forte concentration, les dégâts internes, notamment sur la thyroïde, peuvent être très graves. Naturellement, toutes les particules libérées dans l'atmosphère de Tchernobyl ne sont pas sagement restées au-dessus de la centrale. Elles ont commencé à se disperser avec le vent. Sauf que, on est en 1986. On n'avait pas les réseaux sociaux, pas d'internet, et personne n'avait de caméra dans sa poche pour filmer et partager instantanément au monde entier. Donc si le pouvoir soviétique de l'époque décide de fermer sa mouille à propos de l'accident, bah t'as aucun moyen de savoir ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. La chute du mur de Berlin, c'est 3 ans et demi plus tard. Hein. Donc pendant 3 jours, le nuage commence à faire sa petite vie, rien à péter, il part bagnoder. Et quand on n'a pas d'infos, à part une bande de cakes qui inventent les réponses qui les arrangent, on n'a pas d'infos. On suppose, on extrapole, on recoupe les infos, mais quand t'as une image comme ça, bah bon courage pour faire une description précise. C'est ça la science, on observe, on essaye de comprendre, des fois on se trompe, c'est ce qu'on appelle une erreur d'ailleurs, hein, pas un mensonge. La nuance est subtile, mais fondamentale. Un mensonge, c'est quand tu sais que tu dis de la merde dans une vraie volonté de tromper l'autre. Une erreur, c'est quand tu penses dire vrai, mais que ça se révèle faux. Bref, le 28 avril, soit 2 jours après l'explosion de la centrale, on n'a toujours aucune idée qu'une catastrophe a eu lieu en Ukraine. Et vous pensez bien que les cocos sont pas allés le chanter sur tous les toits. Tout le problème des dictatures qui ne tolèrent pas l'échec. Et pire,
Même Mikhail Gorbatchev, le taulier de l'époque, ne sera informé que le 27 du merdier. Donc aucun risque à ce moment-là qu'on sache quoi que ce soit de notre côté. Non, c'est en Suède, à la centrale nucléaire de Forsmark, qu'on détecte une hausse anormale de radioactivité. Au début, les gars pensent que ça vient de chez eux, mais ils se rendent vite compte que le problème est plus grave et plus lointain que ça. L'AFP fait alors un communiqué dans l'après-midi pour dire qu'il y a eu potentiellement un truc qui pue du cul venant de l'Est. Mais toujours aucune idée de ce que c'est. Le 29, en recoupant un petit peu les infos, on soupçonne un accident de gravité moyenne survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il s'est passé 3 jours. Et nous, on continue à mater les aventures de Pac-Man sur Recrea 2 en écoutant en boucle Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. C'est cadeau. Aucune raison de se douter de quoi que ce soit vu que personne n'a d'infos. C'est le 30 avril seulement, soit 4 jours après, qu'on commence à s'inquiéter réellement d'un accident nucléaire majeur. Les experts commencent à s'agiter et les soupçons d'une contamination radioactive sur le territoire français pointent alors seulement le bout de son zen. Et c'est là, à ce moment-là, que Brigitte Simonetta, speakerine et présentatrice météo de son état, pas porte-parole d'un quelconque gouvernement, présente son fameux bulletin météo. Elle se veut rassurante et factuelle. Elle est également très pédagogue, a tout bien expliqué dans les détails, distinguant bien ce qu'on sait. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De ce qui risque de se passer. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En se basant sur des prévisions météo, avec toute la marge d'incertitude que ça comporte. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant. Elle met d'ailleurs bien les formes sur la possibilité que ça puisse se passer autrement. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. Elle pose un gros stop en plein milieu, qui correspond d'ailleurs à aucune frontière, mais c'est juste pour dire, voilà ce qui va se passer si les prévisions météo sont bonnes. Le nuage sera bloqué par le vent. Le vent. Et c'est tout. Le nuage de Tchernobyl bloqué à la frontière, c'est ça. Ça n'est que ça. C'est tout. Rien d'autre. C'est pas le gouvernement qui a essayé de nous empapaouter. C'est une présentatrice météo qui a interprété des prévisions qui se sont révélées fausses par la suite. C'est comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec la météo. C'est tout. Parce qu'au final, le nuage a beau être radioactif, il sait toujours pas remonter le vent. Si le vent souffle d'ouest en est, comme c'est très majoritairement le cas en France, il y a peu de chances que le nuage, aussi radioactif fut-il, ait réussi à aller dans le sens inverse. Il n'y a que Lois Lane qui peut faire ça. On a donc un nuage, du vent, reste maintenant le problème de cette fameuse frontière. La langue française a ceci de magnifique qu'elle est faite d'images, de concepts et que les mots ne veulent pas forcément toujours dire ce qu'ils veulent dire. Ou certains mêmes mots peuvent avoir des significations différentes, des nuances selon le contexte. C'est d'ailleurs avec ce genre de nuances que certains s'amusent pour orienter les débats dans des impasses absurdes. Et parmi les mots un peu casse-couilles, il y a le mot frontière. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur la définition de ce dont on parle, ça sert à rien de parler. Une frontière, c'est donc une limite imaginaire, arbitraire entre deux territoires. Là, c'est chez moi, et là, c'est chez toi. Il y a donc une frontière arbitraire, des lignes tirées par les humains pour définir les limites de chacun. Mais il y a aussi tout un tas de frontières naturelles. C'est plus flou, mais ça reste une frontière. Bien entendu, c'est absurde de se dire que là, c'est la France, et un pas à droite, c'est l'Italie. C'est là que j'ai grandi, et de me dire que de l'autre côté de la montagne, les gens parlent une autre langue, ont une autre culture, ont des chaînes de télé différentes, alors que je suis plus proche d'eux que des Bretons, ça m'a toujours explosé le cerveau. Mais justement, ces frontières sont souvent délimitées par des obstacles naturels. C'est pas totalement au hasard non plus. Espagne, Pyrénées, Italie, Alpes. Les pays sont aussi délimités par des fleuves et des rivières, par des forêts. Il y a des raisons historiques et géographiques aux frontières. C'est pas totalement YOLO non plus. Et quand Brigitte Simonetta parle de frontières, en fait, elle n'en parle pas, mais là où est placé le stop, c'est bien entendu de cette frontière naturelle qu'on parle, les Alpes. C'est cette frontière naturelle qui influence la météo, qui fait qu'on n'a pas le même temps d'un côté et de l'autre. Je sais que c'est pas forcément simple à comprendre pour ceux qui ont grandi en plaine, mais la montagne, c'est un effet spectaculaire sur la météo. Il peut faire 28 degrés et plein soleil à Monaco, et 12 degrés et pluie à la Turbie, pourtant distant de moins de 2 km. Vous avez 15 degrés de différence et une météo radicalement différente à 2 km de distance. Parce que montagne. Et bon, personne ne peut croire honnêtement qu'on parle d'un nuage qui s'est miraculeusement arrêté au-dessus d'une ligne imaginaire. C'est marrant, c'est simple, ça fait marrer les potes au bistrot, mais on comprend bien tous que c'est absolument pas de cette frontière-là dont on pourrait parler. Bien. Une présentatrice météo nous dit que le vent va bloquer toutes les perturbations venant de l'Est. Et manque de bol, elle s'est plantée. Elle n'a pas menti, elle s'est
planté. Elle a fait une prévision, et c'était pas la bonne prévision. Je l'ai déjà dit, mais quand je vois certains commentaires, croyez-moi, c'est important d'insister, parce que la nuance n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Une erreur n'est pas un mensonge. Elle a mis les formes sur ce qui aurait pu se passer. Tout laisse à penser, mais attention. Et c'est tout. Donc le 30 avril, on nous dit que l'anticyclone pourrait repousser le nuage de l'Est, et manque de bol, le vent décide de tourner et le nuage chargé de radionucléides arrive finalement en France par le sud-est. Et alors, naturellement, dans le même JT d'Antenne 2, mais le lendemain, Noël Mamère confirme l'arrivée de la radioactivité par le sud-est et corrige la carte météo de la veille au vu des nouvelles données. Donc contrairement à ce qu'a affirmé Jean-Pierre Pernaut, et dans la suite de l'extrait que j'ai mis au début, lien en description ainsi que l'article de Libération, non, les cartes n'ont pas été truquées. Aucune preuve ne vient appuyer cette thèse. L'anticyclone avait été déplacé sur les cartes de Météo France. Il n'y a aucune trace de falsification, nulle part. La seule falsification, c'est justement la réécriture de cette histoire. Par contre, on voit bien sur l'animation de l'IRSN qu'il a un premier temps été arrêté au-dessus des Alpes, le 30 avril justement. Oh, la frontière, avant de recouvrir les manifs de la CGT jusqu'à Vierzon et la Bretagne le 1er mai. Puis a été chassé en 2 jours, restant cantonné essentiellement à l'est, et à la frontière donc de la France, avant d'être totalement chassé le 5 mai au matin. Au total, la France aura donc été survolée entre 1 et 4 jours selon les régions, avant que l'anticyclone reprenne le dessus. Jusque-là, personne n'a affirmé que le nuage avait été stoppé à la frontière. Ni le gouvernement, ni Desgain. On se l'est pris en pleine mouille, c'est acté. D'ailleurs, le professeur Pellerin, médecin expert en radioprotection et directeur et fondateur du SCPRI, Service central de protection contre les rayonnements ionisants. Pourquoi faire simple? L'organisme chargé de surveiller la radioactivité naturelle et l'industrie, qui a été la voix officielle, on va dire, du bordel, alors qu'en fait on l'a juste poussé là et laissé se démerder, a bien annoncé dès le 2 mai que le nuage radioactif était bien arrivé en France. Le 2 mai donc non, pas de mensonge, pas de secret. Le 2 mai, et pas le 1er, parce que le journal n'est pas paru le 1er mai, c'était férié. Ouais, parce que, est-ce que je dois vous rappeler l'état de la France au mois de mai chaque année? Je veux vraiment que ce soit clair. Le 1er mai 1986, on fait le pont, et tout le monde s'en beurre l'arrêt du nuage de Tchernobyl. Les Français, les politiques, les journaux, absolument tout le monde. Il y a un mec qui bosse, Pierre Pellerin, qui envoie des communiqués que personne ne reprend, parce que tout le monde s'en branle. C'est vraiment ça la réalité du truc. Tout le monde s'en branle. Dans les jours qui suivent, les données arrivent au compte-gouttes et le professeur Pellerin continue de communiquer sur le nuage qui est arrivé en France et sur sa non-dangerosité. On y revient dans une minute. Et toujours, personne ne parle d'un nuage arrêté miraculeusement à la frontière. Jusqu'au 5 mai. Date à laquelle ces putains de politiques se sont invités dans le débat scientifique. Le ministère de l'Agriculture lâche le communiqué le plus totalement débile, absurde, bordel de chiottes de mais ça m'aimait la chauve, 6 jours après l'arrivée du nuage sur le territoire. Le territoire français, en raison de son éloignement, a totalement été épargné par le retombée de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. À aucun moment, la hausse observée de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Voilà. Déjà, la première partie est juste totalement fausse et contradictoire avec les déclarations précédentes du professeur Pellerin sur tous les JT qui voulaient bien l'accueillir, qu'on peut facilement retrouver, bien sûr. La preuve. On note par contre qu'on ne parle toujours pas de frontières mais d'éloignement, ce qui pour le coup ne serait pas totalement absurde en soi, même si c'est faux. Et la deuxième partie est partiellement fausse. Et surtout contradictoire. Mais avec le début du message cette fois, dans le même message. Des putains de génie. C'est du génie. On te dit, on a totalement été épargné, mais on te parle quand même de la hausse de la radioactivité. Ryan Johnson qui a dû l'écrire probablement. On a donc d'un côté un scientifique qui essaye tant bien que mal d'expliquer la situation avec des données qu'il a à sa disposition, et de l'autre ces putains de politicards et de journaleux comme Jean-Claude Bourré qui racontent que de la merde comme ils veulent en embrouillant tout le monde. On en a déjà parlé 1000 fois, mais vraiment je le répète, faut partir d'un principe, je veux vraiment que ce soit bien clair pour tout le monde. La parole d'un politique, quel que soit son parti, quel que soit son degré d'intimité avec la personne, quel que soit le sujet, est à peu près aussi fiable qu'une déclaration de oui-oui à son ami Potiron. Il se peut que ça tombe juste, hasard statistique, mais ça ne vaut absolument rien, walou. Un politique est juste là pour t'étaler de la confiture de Quetch sur le zboob pour protéger sa place le temps qu'il est là.
c'est tout. La parole d'un politique, quel que soit le gouvernement, la couleur politique, n'est pas et ne sera jamais un argument en faveur d'une théorie scientifique ou d'une autre. Non, la Chine qui gueule après le Japon qui va rejeter de l'eau radioactive de Fukushima dans l'océan n'est pas un argument prouvant la dangerosité du truc. C'est juste de la manipulation d'opinions politicardes, un rapport de force et de pouvoir, et c'est tout. La seule science qu'ils défendent, c'est la leur, celle que tu manipules comme ça t'arrange. La science, la vraie, c'est ce qui explique la réalité. Donc l'inverse de l'idéologie. Et ça, ça les fait chier. S'appuyer sur une déclaration politique dans un débat scientifique, c'est aussi pertinent que l'expertise de Nabila dans une centrale à fusion. Et d'ailleurs, un argument qui revient très souvent de la part des politiques, non, on ne risque absolument pas un Tchernobyl en France. Il y a zéro chance. Craindre un Tchernobyl en France, c'est aussi con que de craindre l'accident de Hindenburg avec un avion. C'est pas parce que les deux trucs volent qu'ils peuvent avoir les mêmes accidents. On est sur des technologies qui sont radicalement différentes. Les barres de contrôle qui avaient été retirées ont commencé à retourner dans le réacteur. Leurs extrémités sont faites de graphite, qui accélère la réactivité. Pourquoi ? Pour la même raison que nous sommes la seule nation au monde qui fabrique des réacteurs refroidis à l'eau et modérés au graphite. C'est moins cher. Et la sécurité a drastiquement progressé justement pour faire face aux accidents qui pourraient arriver. Encore une fois, on est passé de potentiellement 3000 morts à Tchernobyl à 0 à Fukushima. Belle courbe de progression. Donc non, ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit qu'un Tchernobyl en France est possible. Jamais. Et puis arrive cette putain de salade. De ce côté-ci de la frontière... Oh, ta gueule! Le 9 mai 1986, la journaliste Corinne Lalo commet un reportage qui a fini d'asseoir le mythe du nuage de Tchernobyl arrêté à la frontière. De ce côté-ci, c'est la France, et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne, et la salade est jugée dangereuse pour la consommation, car trop chargée en particules radioactives. Ouais, et ici, on parle français. Hier sprechen wir Deutsch. Ici, on a un président. Hier haben wir einen Kanzler. Ici, on a une histoire et une culture différentes. Nun, ja, also sind wir auch hier? Non, mais nous plus. On a un art de vivre, le fromage, le vin, l'humour, la fête. Hier sind wir pünktlich. Wir stellen Qualitätsprodukte her und wir streiken nicht jeden Morgen. Et ici, on a gagné 2 guerres mondiales. Hier nerven wir dich, mein kleiner Freund. À 1 mètre de distance, c'est ce qu'on disait au début de la vidéo, la culture, l'histoire, la langue changent. Et donc, la législation sur la salade... Aussi, que 2 États prennent des décisions contraires sur des mêmes données parfaitement identiques, c'est déjà pas une preuve, pas une démonstration scientifique, pas un argument définitif validant une théorie. Mais alors en plus, si on se base sur des relevés différents, c'est juste normal. Je dis pas que la France a pris la bonne décision ou inversement, je dis juste que cet exemple est totalement foireux et ne prouve absolument rien. Un journaliste d'Antenne 2, lui, est allé faire du journalisme, c'est-à-dire il est allé regarder le taux de radioactivité directement des salades et d'aller faire des mesures, puisque c'est comme ça qu'on donne de l'information, pas en faisant des spéculations hautement Là hasardeuses. encore, mon appareil resta pratiquement muet, indiquant un niveau de radioactivité tout à fait minime, absolument sans aucun danger. Mais alors c'est quoi le problème avec cette putain de salade? C'est s'il pleut que les radionucléides sont entraînés vers le sol et ensuite absorbés donc par les animaux ou la salade. Parmi ces merdes, seul l'iode 131, le césium 137 et le strontium 90 sont significativement transférés aux parties consommables. On l'a dit juste avant, l'iode a une période radioactive de quelques jours, donc va disparaître très rapidement. La moitié avait déjà disparu en nous atteignant. Mais maintenant, il y a 2 paramètres à prendre en compte. Où et combien? Parce que si le nuage a bien survolé la France, comme ça a été dit et parfaitement accessible à la population, les quantités retombées au sol sont extrêmement hétérogènes. À ce niveau-là, on peut même pas compter par région, mais limite par vallée. La Corse n'a pas du tout été touchée pareil sur la côte est que sur la côte ouest. Dresser une carte au niveau d'un pays n'a donc absolument aucun sens. C'est non. Ensuite, les quantités. Ok, la radioactivité a augmenté. Dans quelle mesure et quelle quantité allons-nous absorber? La radioactivité en soi ne veut absolument rien dire. Il faut différencier celle perçue, celle qui va toucher notre peau, et celle qu'on va ingérer, qui va rester à l'intérieur de notre corps. On parle souvent de la thyroïde puisqu'elle fixe l'iode. Comme il n'y a pas de différence chimique donc entre l'iode stable et l'iode radioactif, elles peuvent venir fixer des éléments radioactifs qui vont être directement en contact avec l'organe et l'impacter directement à l'intérieur de notre corps. C'est pour ça qu'on préconise des pastilles d'iode pour saturer la thyroïde, afin qu'elle ne puisse plus stocker d'autres atomes radioactifs. Mais au final, les seuils radiologiques graves ont été minimes. Même au plus fort de la contamination, on trouve toujours aujourd'hui, notamment dans le Mercantour ou en Corse, des seuils élevés. Mais on estime qu'ils sont dangereux qu'à partir d'une très forte consommation de produits spécifiques. En gros, faut être Obélix et se bouffer 2 sangliers par semaine avec 8 livres de pâté au cèpe directement prélevés dans le Mercantour pour voir une hausse réelle. Et ça, c'est juste pour dépasser la dose de rayonnement d'un vol Paris-Nice. Avec un régime pareil, vous allez crever d'autres choses avant. Donc, prendre une décision sur la salade d'un pays entier
sans différencier dans quelle région elle a été produite, à quel moment pour savoir si l'iode avait déjà été éliminé naturellement ou pas, sans se poser la question de si elle a été cultivée sous serre ou non, donc est-ce qu'elle a été contaminée ou non, ou si elle a été à l'air libre, n'a absolument aucun sens. Avant de lâcher une interdiction, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Parce que ouais, ok, principe de précaution, dans le doute on interdit. Ok. Et sauf que prendre des décisions comme ça, même si ça part d'un bon sentiment, c'est pas sans conséquences. Ça monte dans les tours de la parano. Et cette paranoïa a eu des conséquences négatives graves, puisqu'on a constaté une augmentation significative du nombre d'avortements suite à la panique que ce genre de décision a engendré. On estime aux alentours de 20 000 interruptions de grossesse, sur la base de cette peur irrationnelle. Les femmes avaient peur que leurs enfants soient mal formés à cause d'une radioactivité certes en augmentation, mais toujours très faible et très en dessous des seuils radiologiques graves. La France et l'Allemagne n'ont jamais eu la même vision du nucléaire, ni les mêmes seuils de surveillance de radiotoxicité. Par an, on se prend tous en gros 5 millisieverts de radioactivité naturelle, mais c'est à partir de 10 qu'on commence à préconiser une mise à l'abri des populations. Et au-delà de 50 millisieverts, l'évacuation est recommandée. On est très au-dessus de l'exposition naturelle et donc des mesures sont prises. Et pourtant, un niveau inférieur à 100 millisieverts n'a absolument aucun effet sur la santé à long terme. Et pourtant, on prend des mesures. En France, on a noté des augmentations environ de 10 000 becquerels par mètre carré dans les zones les plus touchées dues au césium-137. Pour rappel, votre corps au repos, c'est environ 8 000 becquerels. Parce que, voilà, carbone 14, potassium, etc. Mais ok, ça peut paraître beaucoup, mais il faut comparer. En étant exposé non-stop pendant un an, ça correspond à une augmentation de 0,01 millisieverts. C'est pas avec ça qu'on dépasse les seuils radiologiques. Vous vous prenez 100 fois plus à la moindre radio de la cheville ou du genou. Alors oui, sa présence dans les sols n'a pas le même impact si tu le bouffes, on est d'accord, mais on reste large. En Allemagne, ces seuils d'alerte étaient inférieurs à ceux de la France en 1986. Et comme on le voit sur ces images, la Germanie a également plus été touchée que nous. Moins globalement que l'Est de la France, mais plus sur le global. Il n'est donc pas tout à fait aberrant que nos amis teutons aient pris cette décision. Mais ça ne prouve toujours absolument rien sur la dangerosité de ces putains de salades. Et ça me saoule vraiment parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un spécialiste de quoi que ce soit pour se rendre compte du niveau pourri de cette rhétorique de sagouin. Ici, on parle français. Ici, on parle allemand. Ici, ta salade, tu la sauces. Ici, tu te la fous au cul. Mais ça ne prouve toujours rien. Et voilà comment naît une légende. Et donc à partir de là, tout retombe sur la gueule de ce pauvre pèlerin qui n'est pas du tout un communicant. Il doit se défendre d'accusations, on lui impute la déclaration de ces cons du ministère de l'Agriculture, les adversaires de tous bords confondent volontairement erreur et mensonge, et les journalistes commencent à faire un truc pourtant qui n'est vraiment pas leur genre du tout, déformer les propos du professeur. Bah ouais, c'est plus vendeur. Déjà à l'époque. Quand il émet des hypothèses, des peut-être, c'est repris comme des affirmations dans les canards, comme pour la météo. Il se prend toutes ces approximations dans la course directe, le manque d'informations, un peu comme nous sur YouTube, dès qu'on laisse un tout petit flou parce qu'on peut pas donner une définition détaillée de chaque mot et qu'on compte sur le bon sens de chacun pour comprendre. On oublie volontairement ces notes du 1er et 2 mai où il parle déjà de l'arrivée du nuage en France. Et ça y est, tout le monde le sait désormais, le professeur Pellerin, porte-parole du gouvernement, a officiellement déclaré le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. 3 concepts, 3 trucs faux qui sont vendus comme la réalité et repris par tout le monde depuis près de 40 ans. Du très grand art. Voilà comment naissent les mensonges. Manipulation politique, raccourcis et déclarations putaclic. À la mi-mai, tout le monde rentre de ses mini-vacances, du sable plein la rondelle, et comme ça irrite, les gens sont déjà sur les dents. Plus les bouchons, les gamins qui braillent à l'arrière de l'Opel Kadett, tout ça, tout le monde est très énervé d'apprendre que le gouvernement leur a menti sur la catastrophe. C'est nul! Tout le monde cherche un coupable. Le manque d'informations sur la situation radiologique et sanitaire n'est pas dû à juste un manque de données scientifiques d'un truc qui vient de se passer ou de la couverture journalistique putaclic, mais à des mensonges de l'État. Un événement extraordinaire nécessite une explication extraordinaire. Et comme le gars qui parle à la télé, c'est Pellerin, c'est lui qui mange. Mawashi guéri dans ta glotte, professeur. Alors que Tchernobyl, bah, c'est juste un abruti qui a fait n'importe quoi. Hein. Bien, comme maintenant vous savez que l'information n'a pas été cachée mais ignorée par tout le monde, que vous avez vu que le nuage est bien passé au-dessus de nous et affirmé depuis le début, et que les politiques ont bien foutu la merde une fois de plus en mentant pour protéger leur petit siège doré, voyons un petit peu l'autre problème de la déclaration du professeur Pellerin sur la non-dangerosité du nuage. Durant ces quelques jours, le nuage composé d'isotopes radioactifs a fait monter la radioactivité à une centaine de becquerels par mètre carré par endroit dans l'air, et au sol où la pluie a précipité donc une partie de ces radionucléides. 100 becquerels, 100 désintégrations par seconde, ça correspond à peu près à la radioactivité de 800 grammes de banane. Oui, une banane est radioactive. De manière totalement naturelle, hein. Et 100 becquerels par mètre carré, c'est environ 1000 fois plus que la radioactivité de ton propre corps. L'IRSN a réalisé un graphique en montrant l'évolution des concentrations des différents isotopes au cours de ces jours au-dessus
au-dessus de la France. C'est public, hein, vous pouvez aller le consulter facilement. Il n'y a aucun complot pour cacher la vérité ou je sais pas quoi. Ils mettent également à disposition un tableau de tous les isotopes avec leur activité radioactive. Là, encore une fois, tout est public, il n'y a aucun complot gouvernemental. Il y a plusieurs sites de très bonne facture en lien pour vous renseigner sur les différents isotopes et leurs propriétés. Et ce sont des données scientifiques, maintes fois mesurées et confirmées par des milliers de chercheurs depuis 100 ans. Il n'y a absolument aucun mystère. Problème, les gens confondent volontairement. Il y a clairement un truc, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave, donc n'essayez pas de savoir ce qui se passe. Et à partir de là, la communication scientifique, il y a clairement un truc, mais c'est pas grave, devient soit un mensonge, soit un complot pour que ça rentre dans la case, c'est pas grave, donc n'essayez pas de savoir ce qui se passe. Et comme on ne parle que de ça à la télé, tout le monde a un avis dessus. Plus récemment, en 2010, le volcan islandais a rejeté 600 tonnes d'uranium et 1800 tonnes de thorium dans l'atmosphère, qui sont retombées chez nous sans que ça émeuve qui que ce soit. Encore une fois, si on n'en parle pas, c'est pas grave. Ça n'a pas fait la une des journaux, donc personne n'a d'avis sur la question. Non, on continue juste à faire les gros titres autour de Tchernobyl. On imagine les pires scénarios catastrophes en ignorant la science. On fait comme si la radioactivité était la même depuis 40 ans, même si elle est plusieurs milliards de fois moins importante aujourd'hui. Et l'argument Élise Lucet, ouais bah va te balader dans la zone contaminée, bah ouais c'est ce qu'on fait dans le Mercantour depuis 40 ans, et ça va, il n'y a pas eu de hausse de cancer chez les randonneurs. On connaît les mesures, on sait qu'il y a une hausse, mais ça va pas plus loin. On fait du putaclic comme avec cet article qui parle de la forêt autour de la centrale de Tchernobyl, qui ne renaîtra pas avant des siècles, mais pas du tout à cause de la radioactivité, juste à cause d'un incendie de forêt. La récupération pour vendre du papier ou des idéologies politiques est constante, mais se heurte systématiquement à la réalité scientifique. Cet article du Nice Matin est juste magique. Le journaliste essaye par tous les moyens de faire peur sur la radioactivité résiduelle dans le Mercantour, justement, région plus exposée que les autres en France du fait de sa configuration, mais comme le scientifique lui dit bien qu'il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, que les restes de Tchernobyl sont très largement en dessous des seuils sanitaires, en dessous de l'exposition naturelle, le journaliste finit par un rageux « La preuve que le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière ». Le mec est littéralement en train de dire « Tu vois, le nuage s'est arrêté à la frontière ?» C'est bien la preuve qu'il s'est pas arrêté à la frontière. Bref, ça fait 3 semaines que ça a pété, et enfin, le 16 mai, le gouvernement français met en place un numéro vert. Truc annoncé au JT. Si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez désormais appeler gratuitement un numéro vert spécial Tchernobyl pour que la population puisse se renseigner sur le niveau de radiation, bled par bled, le niveau de la contamination de la salade, etc. On a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Nous avons mis en place ce numéro vert gratuit auquel les Français, s'ils sont encore inquiets, peuvent interroger les spécialistes qui sont ici afin d'avoir toutes les précisions nécessaires. Oui, alors le gouvernement a réagi certes un peu tard, mais je vois toujours pas où il cache des trucs. Mais oui, là où il y a pu y avoir confusion, c'est donc là où ils disent qu'il n'y a absolument aucun problème en France. Il n'y a aucun problème de sécurité en France. À aucun moment, ils disent que la France n'a pas été touchée, ni que le taux de radiation n'a pas augmenté. Ils disent juste que ça a augmenté, mais que c'est toujours en dessous du seuil sanitaire problématique, donc sans conséquences sanitaires. Plus de 100 prélèvements ont été opérés sur des légumes tels que salade, et tous ces échantillons sont conformes à la réglementation française et aux directives communautaires. Mais entre ceux qui ne voient toujours que le mauvais côté des choses, si, on les connaît, et ceux pour qui les relevés scientifiques ne collent malheureusement pas à leur narratif paranoïaque, oui, la contamination a augmenté, mais si tout va bien, c'est forcément qu'on nous cache des trucs. Un événement extraordinaire, mais tout va bien derrière, ça colle pas. Mais le fait est que oui, l'information depuis le début, a toujours été transmise, à la fois par les autorités et par les journalistes, mais qu'une poignée n'a pas fait son travail, inscrivant donc dans l'inconscient collectif le mythe du nuage arrêté à la frontière. Bien entendu que la contamination autour de Tchernobyl est réelle, bien entendu que la ville de Pripyat, on va pas continuer à y habiter, et la zone d'exclusion est réelle et contaminée pour des siècles, mais il faut pas oublier que 6 mois après l'accident de Tchernobyl, sur le réacteur numéro 4, les autres ont été progressivement relancés. Les gens sont retournés travailler là-bas jusqu'en 99 où le dernier réacteur a été fermé, parce que bon, encore une fois, peut-être pas déconner non plus. Même si ça fonctionne, ça reste Tchernobyl dans l'inconscient collectif, mais il n'y a pas eu de désastre sanitaire sur les travailleurs du nucléaire ensuite. Les mesures sanitaires ont été prises, mais c'est pas des milliers de kilomètres où il est strictement impossible de pénétrer. Mais vous allez me dire, oui, mais PH, la tante du cousin par alliance de la belle-sœur de ma coiffeuse, elle a eu un cancer de la thyroïde. Alors, vous m'envoyez déjà sincèrement navré, vraiment. Mais par contre, il y a très peu de chances que ce soit dû à Tchernobyl. En effet, les études sur le sujet sont nombreuses et absolument aucun lien ne peut être établi avec Tchernobyl. On a constaté une hausse des cancers de la thyroïde depuis bien avant l'accident en 86, dès les années 70. Et peuvent déjà être expliqués par un meilleur dépistage, déjà. Plus on cherche, plus on en trouve. Ensuite, si Tchernobyl était responsable, depuis le temps, le nombre de cas aurait dû diminuer du fait de la diminution naturelle des radionucléides toxiques.
Or, il n'en est rien. Et comme on l'a dit, pour vraiment que ça commence à devenir problématique, il faut une surconsommation irrationnelle de produits provenant de secteurs ultra localisés encore contaminés. Bien évidemment, je vous mets encore une fois tous les liens et les études en description avec les relevés, etc. Mais les conclusions sont très claires. Les retombées radioactives en France ont bien été réelles, absolument personne n'en doute, personne de sérieux n'a jamais remis ça en cause, mais les conséquences sanitaires sont inexistante. Voilà, clairement et définitivement, il faut arrêter d'utiliser cette phrase stupide et mensongère à chaque fois qu'il y a un problème. En voulant vous affranchir du discours officiel par cette citation absurde, vous reprenez en fait juste un concept inventé par des gens qui vous manipulent justement. Partagez cette vidéo en masse à chaque fois que vous entendrez cette connerie, vraiment. S'il y a une vidéo de ma chaîne à partager au final, c'est celle-là, enfin deux, avec celle sur le vaccin sur le papillomavirus, si, très importante. Voilà, parce que s'il vous plaît, j'en peux plus d'entendre cette phrase. Tchernobyl a été une véritable catastrophe sans précédent, mais pas une catastrophe nucléaire, une catastrophe humaine. C'est la gestion désastreuse par la politique d'un pays qui ne tolère pas l'échec qui a conduit à un désastre sur le plan sanitaire et humain. Voilà ce qui a fait exploser le cœur d'un réacteur RBMK. Nos mensonges. Au même titre que des marées noires ou des catastrophes comme AZF ou plus récemment à Beyrouth, cette catastrophe industrielle a marqué le monde pour longtemps. Mais son côté spectaculaire, la gestion calamiteuse digne du pire film catastrophe et le secret des soviétiques macabrement séduisant qui a entouré cet événement majeur du XXe siècle ne doivent pas nous faire fantasmer sur une réalité alternative. Non, le gouvernement n'a jamais affirmé que le nuage de Tchernobyl s'était spontanément arrêté au-dessus d'une ligne imaginaire, et non, il n'a jamais caché la vérité. Non, le nuage de Tchernobyl n'a pas provoqué une crise sanitaire sans précédent avec des milliers de morts cachés. Non, le nuage de Tchernobyl n'a pas mortellement contaminé des régions entières pour des siècles. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Promis, c'est la dernière fois, je ne retourne pas cette vidéo. Tant pis si j'ai oublié des trucs, je rajouterai les liens en description si besoin. Et n'oubliez pas que, malgré tout,